Donc, Monsieur Lequen, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je vais d'abord vous laisser vous présenter, tout simplement. Je suis Christian Lequesne, je suis professeur à Sciences Po Paris depuis les années 80. Vous voyez, donc je suis un ancien professeur, membre de la faculté permanente. J'enseigne la science politique et si vous considérez mon parcours de recherche, j'ai deux centres d'intérêt qui sont d'une part la politique de l'Union européenne, sur lequel j'ai pas mal publié pendant 30 ans. Je recommence maintenant d'ailleurs à m'y intéresser. Et puis depuis 10 ans, je travaille aussi sur la question des pratiques diplomatiques, voilà, qui m'a amené à écrire surtout sur les pratiques diplomatiques de la France. Voilà, donc c'est le dernier livre, Le diplomate et les Français de l'étranger, paru au mois de mai 2024. Mai 2024. D'accord. Très bien. Bon, je vais aussi me présenter succinctement. Donc, je suis Maxime Botin. Je suis récemment diplômé en intelligence économique. J'ai repris des études en 2023-2024 que j'ai fait à distance puisque j'habite en Chine depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Et avant cela, j'ai passé 9 ans en Allemagne où je travaillais principalement dans l'industrie, d'abord ferroviaire et ensuite automobile. Et dans le cadre de ces études, j'ai effectué un mémoire de recherche sur les Français de l'étranger et notamment sur l'approche stratégique de cette population. J'ai essayé d'analyser cette population sous le prisme de l'intelligence économique. Donc, je le répète succinctement, l'intelligence économique se caractérise par trois piliers que sont le renseignement économique, la sécurité économique et l'influence. Et j'ai essayé de voir, premièrement, si la population des Français de l'étranger était intégrée dans des dispositifs nationaux d'intelligence économique. Bon, bah, spoiler alert, non, on va en parler. Et ensuite, si la France entrait en stratégie avec cette population, comment elle le ferait? Et j'essaye aussi d'analyser ce que font les autres pays pour essayer de faire un benchmarking des meilleures pratiques à ce niveau. Et donc, c'est dans le cadre de votre ouvrage, donc ici, Le diplomate et les Français de l'étranger, puisque j'y ai trouvé beaucoup d'éléments de réponse sur le premier volet, c'est-à-dire comment se fait-il que la France ne voit pas la population des Français de l'étranger comme un levier stratégique potentiel. Et il me semblait très intéressant de vous inviter, de discuter avec vous pour essayer de voir tout cela. Et donc en fait, je ne suis pas, comment dire, critique littéraire, mais j'ai trouvé l'écriture très agréable, ça se lit très bien. Et je pense, dites-moi si je me trompe, que ce livre est surtout destiné aux premiers concernés, c'est-à-dire les diplomates et les Français d'étranger, et à toutes celles et ceux qui s'intéressent à ces deux populations-là. Peut-être aussi aux diplomates étrangers qui ont envie de faire un benchmarking avec ce que fait la France également. Donc, livre très intéressant. Et ma première question, on peut déjà la trouver dès la quatrième de couverture. Donc, pas besoin d'ouvrir le livre pour avoir cette question. Je me permets de lire à voix haute. Enquête inédite de sciences politiques menée sur trois continents, l'ouvrage met au jour une pratique diplomatique de la France qui reste largement régalienne. Deux points. L'État continue de considérer ses ressortissants à l'étranger comme ses protégés, mais peine davantage à faire d'eux une ressource productive au service d'une véritable stratégie d'influence. Et là, tout de suite, je vous pose deux questions. D'où vient cette vision régalienne de l'État envers ses ressortissants? Et quelles sont les difficultés que l'État a à voir ou à ne pas voir cette population comme un levier d'influence? La réponse à votre question, elle figure dans l'histoire de l'État en France et notamment dans le fait que la France a eu un État fort qui était un État protecteur de sa population. Le social en France a été très largement organisé autour de l'État, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde, où vous avez des formes différentes, avec davantage de délégations données à la société pour essayer d'organiser le collectif. En France, c'est vraiment la vision top-down de l'État qui organise le social. Voilà. Et ça a des répercussions, bien sûr, en France sur
les politiques publiques, les attentes aussi de la société. Je veux dire, en France, on attend beaucoup de l'État, en particulier lorsque on est en crise, hein, que ce soit une crise climatique, des agriculteurs face à la sécheresse, etc. Immédiatement, d'ailleurs, vous le découvrez dans le discours, les acteurs concernés vous disent il faut que l'État fasse quelque chose. Voilà. Ouais, Donc c'est une idéologie qui tourne autour de l'État fort, mais c'est un État aussi qui redistribue. C'est-à-dire c'est un État qui collecte des fonds pour ensuite les redistribuer dans une perspective d'égalisation. Voilà, donc c'est pas non plus un État libéral au sens économique de ce terme. Alors, sur la diplomatie, ça a des implications, bien entendu. Et une des implications, c'est que la tradition de la pratique diplomatique française est plutôt celle d'un État qui représente la France à l'étranger à travers ces fonctionnaires, voilà, qui sont les ambassadeurs, les diplomates, les consuls, et qui est moins habitué que d'autres, de ce fait, à utiliser les acteurs privés, qui sont aussi une ressource pour la diplomatie. Les diplomates français, traditionnellement, à l'étranger, à l'égard de la communauté française de l'étranger, est là pour assurer la protection consulaire d'ailleurs qui est d'une générosité rarement égalée dans le monde occidental, hein, y compris si vous incluez justement des formes d'assistance sociale, c'est-à-dire de redistribution de l'État-providence. Je ne connais pas en Europe d'autres pays qui donnent des aides aux Français de l'étranger, aux citoyens de la diaspora en situation de précarité. Je ne connais pas non plus d'autres pays qui donnent des bourses scolaires pour les parents des élèves français qui veulent étudier dans les systèmes appliquant, les lycées, établissements appliquant le programme français. Mais ça, c'est une relation justement qui est assez verticale, qui est assez top-down quand même, oui, puisque c'est l'État pastoral, comme aurait dit Michel Foucault, qui prend sous son parapluie et sous sa protection ses citoyens, y compris lorsqu'ils vivent en dehors des frontières. Mais c'est pas la même chose qu'utiliser ces citoyens comme une ressource pour faire de l'influence. Parce que ces citoyens, eux, ont aussi leur insertion dans les pays étrangers, ils oui, ont leur réussite. On a parlé tout à l'heure des gens dans la précarité, mais il y a aussi pas mal de gens qui ont vécu à l'étranger et qui vivent des success stories. Ils ont leur connexion parce que ils peuvent être aussi binationaux. Faut pas oublier qu'il y oui, a beaucoup de Français de l'étranger qui ont une double nationalité. Et donc, cette utilisation-là du français de l'étranger comme une ressource pour faire de la diplomatie, c'est beaucoup moins dans la tradition française. Et donc, c'est ce qui m'amène à dire dans le livre, puisque j'essaie aussi de faire un peu de conceptualisation, que la France est à l'aise avec la diplomatie consulaire, elle est moins à l'aise avec ce que j'appelle la diplomatie de diaspora. diaspora. Très bien. Ça me donne une transition parfaite, le terme de diaspora. Alors, vous utilisez le terme de diaspora sans complication, j'ai même envie de dire sans complexité. Pourtant, je rencontre beaucoup de gens, que ce soit des Français de l'étranger comme des Français de l'Hexagone, qui ont du mal avec ce mot, qui ont une certaine réticence avec ce mot. J'entends beaucoup, mais non, les Français de l'étranger, ce n'est pas une véritable diaspora, c'est autre chose, c'est un agglomérat de communautés, et j'entends beaucoup de définitions. Alors, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi utilisez-vous le terme de diaspora? Est-ce que les Français de l'étranger sont une véritable diaspora et comprenez-vous cette réticence qui peut exister?
Alors, d'abord, il y a une évolution dans l'utilisation du mot diaspora. À l'origine, c'était une utilisation assez étroite, puisque on ne l'utilisait que pour parler des peuples qui étaient privés d'État et qui souhaitaient justement en avoir un par leur mobilisation. Donc ça concernait bien sûr le peuple juif avant la création de l'État d'Israël en 1948. D'ailleurs, on l'utilise toujours aujourd'hui pour les juifs qui ne vivent pas en Israël. On parle sans difficulté de la diaspora juive. C'était le cas pour les Arméniens, c'était le cas pour les Kurdes. Mais il y a eu ensuite une évolution vers une utilisation un peu plus banalisée du terme de diaspora, en tout cas dans la sociologie et chez les spécialistes des questions migratoires, où on appelle diaspora finalement des nationaux qui vivent en dehors de leurs frontières, mais qui ont conservé un lien avec leur société d'origine. Voilà. D'où l'idée de la diaspora turque en Allemagne, de la diaspora indienne aux États-Unis. Et dans le cas français, vous avez absolument raison, on ne l'utilisait jamais, jamais. On l'utilisait, mais pour parler des diasporas présentes sur le territoire français. On n'a Oui, aucun souci pour dire qu'il y a une diaspora sénégalaise, une diaspora euh, ivoirienne ou sri-lankaise à Paris, mais par contre, beaucoup plus de mal à utiliser le terme de diaspora française pour parler des Français de l'étranger ou des Français établis hors de France, car c'est le langage officiel. Alors à quoi c'est dû? Ben, je pense que c'est dû euh, d'abord à l'histoire et à l'histoire coloniale, parce que dans l'histoire coloniale, les Français qui vivaient dans les colonies, on les assimilait aux Français de métropole, ce qui n'était pas le cas des populations indigènes, mais en tout cas les Français, les colons, voilà. Donc tout ça est resté avec l'idée que quand même, on peut pas faire une séparation entre ces Français vivant en dehors des frontières et les autres. Ensuite, je pense qu'il y a une conception aussi de la citoyenneté en France qui fait qu'on ne reconnaît pas les groupes particuliers. Je veux dire, et c'est une conception universelle et vous êtes français ou vous ne l'êtes pas en quelque sorte, mais vous n'êtes pas un Français d'outre-mer ou un Français de... Voilà. Et ça aussi, je pense que cette définition française qui est liée à l'histoire de la citoyenneté rend plus difficile l'utilisation du terme de diaspora. Mais moi, je pense qu'au même exactement. titre, il y a une diaspora indienne dans le monde aujourd'hui ou une diaspora portugaise, il y a une diaspora française. Et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ce terme. Mais vous avez D'accord. raison, dans les critiques que j'ai eues du livre, c'est un point qui est revenu plusieurs fois. Cela ne m'étonne pas parce que je rencontre cette critique également. Alors, à titre personnel, j'utilise le mot diaspora dans le sens anglo-saxon du terme, qui ne rend compte que de la dispersion d'un peuple, tout simplement. C'est ce que vous avez expliqué. Et aussi, j'y vois aussi une forme de signal donné aux Français de l'étranger, enfin, si jamais on avait de véritables stratégies les concernant, justement pour les incorporer dans cette stratégie. Alors, je ne sais pas si c'est Alors, pertinent, mais je vois la chose aussi comme ça. oui, parce que je trouve que diaspora permet de marquer davantage enfin, la diversité que communauté, par exemple. Oui, tout à Euh, fait. communauté, c'est très unitaire. Oui, Dans les exactement. télégrammes diplomatiques, jusqu'il n'y a pas très longtemps encore, jusque dans les années 60-70, les consuls et les ambassadeurs, j'ai pas mal consulté les archives du Quai d'Orsay, parlaient des colonies françaises. Oui, ça Ma vous, colonie, ma colonie à Pondichéry, ma colonie à Belo Horizonte au Brésil, etc., etc. on parlait aussi de Euh, colonies sans pavillon. et voilà. Diaspora ne veut pas dire que les Français de l'étranger constituent un groupe homogène. Non, C'est d'ailleurs empiriquement facile à démontrer. Il y a une diversité énorme parmi la population de 2,5 millions ou 3 millions de Français qui vivent en dehors des frontières. tout à fait, tout à fait.
Maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne sur les institutions actuelles qui entourent les Français de l'étranger. Alors, vous avez compris, je m'intéresse à cette population à travers le prisme de l'intelligence économique qui, par définition, possède des compétences transversales très larges. Et on s'aperçoit que les Français de l'étranger, par exemple, sont représentés par un ministre délégué au commerce extérieur et aux Français de l'étranger. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, c'est d'abord au commerce extérieur et ensuite aux Français de l'étranger. Et les Français de l'étranger sont cantonnés aux affaires étrangères, avec le ministère. Est-ce que cela pourrait constituer, selon vous, un frein à justement entrevoir d'autres stratégies ou d'autres considérations, aspects autres que l'action consulaire, par exemple, ou le commerce extérieur? Je crois qu'il y a pas mal de pays dans le monde aujourd'hui qui utilisent les citoyens qui vivent à l'étranger et qui sont dans des situations, disons, de, de position d'influence pour développer leur diplomatie. Voilà. À partir du moment où vous validez ce modèle, vous acceptez aussi que la diplomatie devient davantage un partenariat public-privé. Voilà. Ça, c'est une difficulté française parce que, vous faites valoir une catégorie quand même de Français de l'étranger dans ces cas-là, qui sont ceux qui ont réussi, qui ont de l'influence, qui sont dans une position de domination par opposition à tous les autres, et, ou par différence avec tous les autres. Et puis, dans une conception française, vous portez atteinte à la notion d'intérêt général. Vous voyez, en D'accord. considérant que vous pouvez faire entrer en compte pour faire votre diplomatie des intérêts particuliers. Voilà. Et, et je pense que c'est culturel. Voilà. Maintenant, vous avez des évolutions. C'est jamais complètement statique. Non. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est l'évolution des pratiques. Vous avez des diplomates sur le terrain qui ont parfaitement compris que c'était important de mobiliser les Français influents aussi pour faire de la diplomatie. Maintenant, après, vous rencontrez, en tant que praticien de la diplomatie, un certain nombre de difficultés qui vous amènent aussi à devoir être prudent. Euh, la première difficulté, c'est que si vous demandez à ces ambassadeurs privés de vous aider, euh, eux vont vous demander des choses en contrepartie. Voilà. Donc c'est ce que Marcel Mauss appelait dans sa sociologie le don et le contre-don. Hein, voilà. Donc ça c'est un premier, c'est un premier point. Deuxième point, quand vous êtes face à des personnes qui sont des binationaux, vous avez le risque aussi que ces personnes-là vous comment dirais-je, vous accorde des faveurs, mais tout en continuant à accorder aussi des faveurs à l'autre pays dans lequel il se trouve. Et vous ne savez pas, ça peut poser, si vous faites de l'intelligence, ça peut poser des problèmes, tout simplement de sécurité liés à la double loyauté des gens. Et ça, c'est des questions que forcément, un diplomate est obligé de se poser. Bien sûr. Bien sûr. Oui, vous expliquez bien que les Français de l'étranger sont devenus un groupe d'intérêts et qu'ils font d'abord valoir leurs intérêts au travers leurs représentants. Oui, mais ce que je voulais dire là, c'est que si vous avez des hommes d'affaires franco-chinois en Chine et que vous travaillez beaucoup avec eux pour essayer d'améliorer la relation franco-chinoise, c'est une chose, mais vous ne savez pas non plus ce que eux disent de vous et ce qu'ils cherchent à obtenir de vous pour essayer de nourrir aussi la réflexion diplomatique ou l'influence diplomatique de la Chine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc D'accord.
c'est des questions, voilà, c'est pas des, c'est pour ça que c'est pas des questions qui vont de soi. On peut pas comme ça tisser des relations sans évidemment se poser la question de la sécurité de la relation. Bien sûr, je comprends. Ensuite, en ce qui concerne l'acteur consulaire et le représentant des Français de l'étranger, sont-ils, en l'état actuel, en capacité de prolonger, d'animer, d'élaborer des stratégies diasporiques si toutefois la France en avait? Alors, je pense que les consuls sont peu en capacité de le faire. Je pense que ça ne fait pas partie de leur formation. Et quand je dis les consuls, je pense à ceux dont le métier est vraiment de faire du consulaire. Et ça apparaît très clairement, c'est-à-dire à délivrer des documents, etc. Et ça apparaît très clairement dans les enquêtes que j'ai menées. Oui, Quand vous posez la question à des professionnels du consulaire, est-ce que vous avez une marge de manœuvre pour développer justement une diplomatie d'influence? Souvent, ils vous répondent qu'ils n'ont pas été formés pour ça, ou qu'ils aimeraient bien le faire, mais qu'ils n'ont pas le temps et que ça ne fait pas partie de leur cahier des charges. Voilà. d'accord. Après, vous avez des consuls généraux qui, eux, sont des cadres, disons, plus élevés dans la hiérarchie, qui sont des diplomates généralistes et qui, eux, peuvent effectivement essayer de faire de l'influence, mais sans toujours, en tant que consul général, bénéficier de beaucoup de soutien de l'administration centrale à Paris. Donc, dans le fond, ceux qui peuvent vraiment faire de la diplomatie d'influence, c'est plutôt les chefs de poste diplomatiques, les ambassadeurs. Voilà. Encore faut-il que cela les intéresse et qu'ils considèrent que c'est une priorité. J'ai rencontré dans mes enquêtes des chefs de poste qui me disaient clairement, mon métier, c'est pas de m'intéresser aux Français de l'étranger. Mon métier, c'est de m'intéresser d'abord à la société du pays dans lequel je suis accrédité. C'est Voilà. ça, vous l'expliquez très bien dans Et le livre, et vous dites aussi que voilà. Et l'ambassadeur s'en remet justement au consul pour à s'occuper son des productions consul, consulaires. exactement, en disant mon consul fait ça très bien, fait ça Oui, très bien. Mais c'est là aussi où je crois que les choses sont en train de changer. Je pense on a compris, avec l'augmentation de la mobilité, et je dirais du côté français, une mobilité quand même qui concerne de plus en plus des gens diplômés. Donc des gens qui sont susceptibles d'avoir des emplois dans les pays où ils décident de s'installer, qui ont un certain rayonnement et une certaine influence. Ça. Et puis deuxièmement, vous parliez de benchmark tout à l'heure, l'observation de la façon dont les Indiens travaillent, dont les Mexicains travaillent aux États-Unis aujourd'hui, etc., fait que il y a une réflexion quand même qui est en cours, mais elle est loin d'aller de soi. Dans la feuille de route oui, qu'avait présentée Monsieur Le Drian en 2022 sur l'influence, il y avait 6 ou 7 variables qui paraissaient devoir être travaillées, la langue française, le multilatéralisme, enfin des choses oui. qui ont beaucoup de sens. Mais comme par hasard, il y avait pas l'utilisation des Français de l'étranger. Ça, j'avais trouvé ça, vous voyez, et on parle pas des années 50 ou des années 2022. 90, on parle de 2022. Voilà. Exactement, parce que je cite cette source dans mon mémoire et comme vous, j'ai été tout à fait étonné. Je vous donne un exemple, si vous le souhaitez, très vite. En 2023, il y a deux écrits des deux côtés de la Méditerranée, en France et en Algérie. Les deux écrits concernent l'intelligence économique. Vous avez du côté algérien, c'est l'intelligence économique en soutien au redressement pardon, du tissu industriel de l'Algérie. Et côté français, vous avez un rapport parlementaire dont le titre officieux est Intelligence économique, outil de reconquête de notre souveraineté. Donc on a deux écrits qui parlent exactement de la même chose. Côté algérien, on a 5 fois
la mention de la diaspora et surtout des rôles qui sont attribués dans ce dispositif d'intelligence économique. Et côté français, il y a une référence aux ambassades avec la création d'un référent à l'intelligence économique, mais qui n'explique en rien les attributions et le rôle de ce référent, et la diaspora n'est mentionnée aucune fois. Et c'est d'autant plus étonnant que un des co-auteurs de ce rapport n'est autre que Jean-Baptiste Lemoyne. Donc, il a été 5 ans secrétaire d'État général, oui, je dis bien secrétaire d'État général aux Français de l'étranger. Et c'est d'où Oui, le terme de ministre, vide stratégique ministre délégué, ministre délégué, délégué, pardon, excusez-moi, délégué. Vous ministre avez raison. délégué. D'accord, donc ça, oui, effectivement, c'est très intéressant de voir jusqu'où va ce que j'appelle le vide stratégique. Ouais, Effectivement. alors, je pense Ah oui, il y pardon, a une, à je partir du reviens. moment, Permettez-moi, s'il vous plaît, je reviens sur, vous dites qu'on a compris qu'il y avait une expatriation diplômée. Dans l'an 2000, il y a un rapport d'information du Sénat fait par Jean-François Poncet, qui était ministre des Affaires étrangères sous Giscard d'Estaing. Et à cette époque-là, il était sénateur, qui expliquait déjà, il avait compris qu'il y avait un changement dans le paradigme de l'expatriation française. Et justement, envers les personnes les plus diplômées et surtout qui travaillent dans les domaines de la souveraineté de la souveraineté et de la puissance. Et ça, c'était en l'an 2000. Et malheureusement, ce rapport n'a été suivi d'aucune considération, d'aucune réflexion. alors, il y a le fait que le profil sociologique, effectivement, des émigrés français ou de la diaspora française est de plus en plus études supérieures, bac Oui, plus 5, oui, oui. disons les choses, ou bac plus 3. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a aussi un modèle différent qui est que ce ne sont plus des expatriés au sens où on l'entendait dans les entreprises qui font 3 ans dans un pays, 3 ans dans l'autre, avec des rémunérations bonifiées et puis un certain nombre de privilèges comme le paiement des frais de scolarité des enfants et du logement, C'est le etc. logement. Ce sont des gens qui vont travailler avec des contrats locaux et qui Oui. vont s'installer de façon permanente. Voilà. Oui. Une statistique dessus, 58% des Français de l'étranger sont diplômés du supérieur, contre 35% en France. Et Voilà. 80% des Français de l'étranger actifs, donc ça fait 74% de la population totale, travaillent dans des entreprises étrangères. Et c'est ça, c'est la combinaison des deux qui constitue la fuite des cerveaux en France. Fuite qu'on Tout n'a à jamais fait. voulu vraiment voir, mais qui existe pourtant bel et bien, qui a été confirmée par Mario Draghi d'ailleurs, en 2024. Bah, on s'en est bien rendu compte au moment du Brexit, puisqu'il y a vraisemblablement Ah 300 oui, 000 Français qui vivent à Londres. Alors tous, dans tous les Français de Londres, là aussi, il y a une très grande diversité. oui, Il y avait aussi des jeunes gens non diplômés qui faisaient des petits boulots, par exemple. ça existe Mais aussi. il y avait beaucoup de membres de la diaspora française de Londres qui étaient des gens ayant des emplois très qualifiés dans la finance, dans l'industrie, dans la médecine, etc. Et donc, on s'est dit, après le Brexit, ces gens vont revenir, mais finalement, ils ne sont pas revenus. Ils ne sont pas Oui, revenus. Pourquoi ils ne sont pas revenus? Ils sont installés dans le système britannique, ils ont acheté des biens immobiliers, ils sont pas très très loin de la France, faut dire. Donc, c'est aussi possible pour eux d'y revenir très 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 souvent. Mais voilà, ça illustre bien le statut aujourd'hui d'une émigration permanente. Et l'association des Français de l'étranger, Français du monde, a fait une enquête statistique il y a quelques mois où on posait la question justement du retour oui, et il n'y a qu'un tiers des Français qui ont été interrogés qui, voilà, envisageaient une oui. perspective de retour. Ça veut dire que 2 tiers des Français de l'étranger considéraient qu'ils ne reviendraient pas en France. Et ça joue peut-être aussi dans le débat politique français, dans la difficulté de prendre en compte les Français de l'étranger. Il D'accord. y a peut-être cette représentation que quelque part ces gens sont un peu perdus pour la France. J'allais dire, ont un peu trahi J'allais quelque part. Vous venir. voyez, dans la Oui, représentation, sans parler, bien entendu, de la figure de l'exilé fiscal, c'est-à-dire de celui qui quitte le territoire pour payer moins d'impôts. Et qui exact. représente
qui existent, mais qui représentent quasiment rien en pourcentage dans les Français vivant à l'étranger. C'est-à-dire celui qui délibérément fait la démarche de partir pour payer moins d'impôts ou échapper à la fiscalité française, c'est 1% peut-être des Oui. Français de l'étranger. Oui, ce n'est rien comparé aux autres motivations de départ, évidemment. On a quand même une contrainte de temps. J'aimerais encore vous poser deux questions, s'il vous plaît. Je reviens justement ça à cette image. Je pense, selon mon humble avis, que si on veut vraiment commencer à rentrer en stratégie avec cette population, à les réintégrer au destin national, il va falloir changer l'image que les nationaux ont d'eux, mais l'inverse aussi, que les Français de l'étranger ont des nationaux. Les uns, c'est-à-dire les nationaux, voient, comme vous l'avez très bien expliqué, les Français de l'étranger sous le prisme de l'exil fiscal, de la trahison, vous l'avez dit, vous l'avez écrit, mais aussi d'une forme de sécession et d'un manque de patriotisme. Ça, c'est quelque chose qui existe. Et de l'autre côté, j'entends beaucoup de gens, beaucoup de Français de l'étranger qui me disent que on rentre en France et on se retrouve avec des gens qui ne savent pas ce que c'est l'international. Excusez-moi pour le mot, mais je l'ai entendu tellement de fois. On se retrouve avec des tocards et avec qui on n'a plus envie de travailler, par exemple. Ce qui fait qu'il y a une statistique qui existe. Un Français de l'étranger de longue durée sur deux repart au bout de 2 ans suite au phénomène, premièrement, d'acculturation et deuxièmement, parce que les compétences comment dire, les compétences acquises à l'étranger ne sont pas valorisées dans l'entreprise en France. Alors, comment faire pour changer cela? Bah, non, c'est un vrai problème et je crois que ça touche peut-être la France plus que d'autres pays, mais qu'en règle générale, si vous voulez, c'est un peu la tragédie de celui ou de celle qui part à l'étranger, c'est que quand il rentre dans son pays, Il devient il a étranger du dans mal son propre à pays. faire du mal à faire valoir son expérience. Voilà. Et on ne l'attend pas les bras ouverts. Non? Euh, Vous avez Parliez de l'entreprise, vous mais avez il un n'y a très pas que bel l'entreprise. exemple avec le CNU dans votre livre. Exactement. À l'université, je peux vous dire que on n'attend pas avec les bras grands ouverts, les Français qui ont passé du temps dans les universités étrangères, publié en langue anglaise. Non, non, parce que quelque part, ils viennent déstabiliser aussi le système corporatiste français. C'est ce que vous Et expliquez, oui. Oui, oui. voilà, avec d'autres expériences, avec d'autres compétences, d'autres expertises. Donc, il y a un élément il y a un élément de méfiance. Oui, Voilà. Et ça, ben, c'est le seul moyen de contourner, si vous voulez cela, c'est d'avoir en France un discours qui soit un discours positif sur l'internationalisation. À partir du moment où vous considérez que l'internationalisation est un danger et que il faut maintenir avant tout les frontières de l'État-nation fermées, etc., ben, vous n'arrivez pas oui, bien à sûr. créer un débat positif. Le problème, c'est que la France était plutôt un pays comme pas mal de pays d'Europe qui, dans la vague de la fin de la guerre froide des années 90, avait engagé une ouverture internationale, je dirais, dans les têtes des gens quand même. Et puis, très très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait à nouveau un renfermement. Et aujourd'hui, bah, regardez le résultat aux élections en France et d'ailleurs dans tous les pays européens et j'allais dire même occidentaux, ce sont plutôt les candidats favorables à la fermeture stricte des frontières et aussi des têtes. Pas seulement des frontières au sens physique, mais aussi la fermeture des esprits qui aujourd'hui on le vend en poupe. Voilà. Et Effectivement. c'est un moment, je trouve, de ce point de vue, assez inquiétant de notre histoire. D'accord, très bien. Monsieur Lequel, il nous reste 5 petites minutes. Alors, dernière petite question, s'il vous plaît. Donc, quelles seraient selon vous les premières étapes à enclencher pour justement passer de la diplomatie consulaire à la diplomatie de diaspora?
Ben, je pense que c'est un travail qui doit d'abord amener le diplomate, c'est-à-dire le représentant officiel de l'État, à considérer que quand il est à l'étranger, il a intérêt à ne pas penser son rôle en termes de monopole de représentation. Voilà. C'est-à-dire, c'est d'abord former des diplomates avec l'idée que il y a d'autres acteurs qui représentent la France à l'étranger, notamment dans le monde de l'entreprise, qui sont utiles à la France et avec lesquels il faut travailler. Travailler. Il s'agit plus de penser en termes de tutelle, il s'agit de penser en termes de partenariat. Voilà. Donc ça passe par une sorte de démonopolisation de la représentation. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas toujours des représentants de l'État, il y aura toujours des représentants de l'État, mais essayer de travailler en confiance aussi avec d'autres acteurs, cultiver les réseaux, connaître le tissu de sa diaspora, essayer de les attirer en confiance, pas simplement pour le renouvellement des papiers, mais pour discuter aussi du pays. Voilà, et écouter. Écouter aussi, parce que parmi ces Français qui sont installés dans les pays étrangers depuis de nombreuses années, il y a un capital d'expertise absolument important. Et un diplomate, par définition, il passe 3 ans, 4 ans dans un pays, et quand il arrive, il passe déjà un an à essayer de comprendre le pays en Ouais. question. Mm. Voilà. Et donc, discuter, et vous voyez, ça pose la question aussi du diplomate qui ne doit pas se contenter simplement d'avoir comme interlocuteur les représentants du gouvernement dans lesquels il se trouve, mais aussi les acteurs sociaux, et parmi ces acteurs sociaux, aussi les acteurs sociaux qui composent sa diaspora. Voilà, c'est comme ça, à mon avis, qu'on peut faire changer à terme les choses. Très bien. Très bien. Eh ben, Monsieur Lequen, je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce petit entretien et merci pour tous ces éclaircissements. Cela va vraiment beaucoup aider mes recherches et je suis sûr que ça va intéresser de nombreuses personnes. Merci beaucoup. Et Merci à n'hésitez vous. pas à m'envoyer le lien YouTube quand ce sera publié. Ce sera fait. Sans faute. Bonne À bientôt. journée.